t'accueillir ici au Centre de documentation de Culture Commune qui nous reçoit pour ce salon du livre d'expression populaire et de critique sociale qui a pour thématique cette année Nos mondes sauvages. Et dans cette thématique, on trouvait que ton roman, donc ton premier roman, avait tout à fait sa place. Donc on en parlera. On est donc très heureux de présenter ce livre aussi, L'écho d'un instant, voilà, d'Estelle Granet, aux éditions Le Chant des Voyelles. Donc c'est ton premier roman, on te connaît, tu avais déjà écrit un recueil de nouvelles, et puis on te connaît bien à Colère présent parce que avec nous tu animes pas mal d'ateliers d'écriture, tu réalises des cartes aussi sensibles avec les gens, etc. Donc voilà, c'était d'autant plus important pour nous de t'accueillir pour cette première fois. Et avant de rentrer dans l'histoire, d'ailleurs, comment s'est passée cette rencontre avec l'éditeur? Ah, comment s'est passée la rencontre? Ah bah c'est assez étonnant parce que en fait j'ai mis beaucoup de temps à lâcher ce texte. C'est peut-être parce que c'est le premier roman, mais autant sur le recueil de nouvelles, ça s'était fait très simplement et puis vraiment je l'avais envoyé en attendant absolument rien, plus par défi presque. Autant là, j'ai mis un temps fou à me dire ça y est, c'est bon, je peux y aller. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Comme si c'était mon bébé que je voulais pas lâcher, quoi. Et donc, c'est en fait, j'ai été en résidence d'auteur au Mans l'an passé. Et puis, la résidence commençait avec un salon du livre de la ville du Mans. Et je faisais le tour un peu des stands, et puis je me suis dit, ah, il faudrait quand même que je repère aussi des éditeurs à qui envoyer ce texte. Et puis, en fait, ça m'a donné l'impulsion, et j'ai envoyé à une dizaine d'éditeurs, voilà, des petits éditeurs, hein, on va dire, parce que voilà, qui me semblaient avoir des lignes éditoriales qui pouvaient correspondre à mon texte. Et en fait, c'est allé assez vite. L'éditrice m'a recontactée au bout d'un mois. On s'est rencontrés au café un mois après. Puis voilà. Et on a fait après tout le travail, plus ou moins par relation virtuelle, on va dire, parce que c'était pendant le confinement, Oui. le premier confinement. Après, le livre est sorti pendant le deuxième confinement. Enfin bon, voilà. De confinement en confinement, on en est là. On arrive à ce livre. C'est ça. Et l'écriture, avant de confier le manuscrit, ça a pris combien de temps? Ah bah alors là, ça a vraiment été très long parce que j'ai commencé, je crois que l'idée a dû naître il y a 5 ans en fait, hein, l'idée vraiment de, de cette histoire-là. Et puis ça m'a pris du temps parce que il y a des mois et des années parfois où je n'y ai pas touché, où ça me semblait trop gros, ça me semblait trop lourd, trop... J'y suis allée par petites touches, quoi, vraiment. Mais en ayant toujours envie d'aller au bout. Jamais je me suis dit, oh, j'ai plus envie de raconter cette histoire-là. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Donc du coup, tu es resté avec Eduardo pendant 5 ans. Oui, enfin, Il j'ai a peut-être changé de pas. prénom de temps en temps, mais Non, il a jamais changé de prénom, non, non. ça a toujours été Eduardo. Ouais, ça a toujours été Eduardo. Non, c'est 5 ans, mais 5 ans où il n'était pas tout le temps là. Hein. C'est pas vrai. Du coup, alors c'est assez marrant ce que tu racontes avec ce texte parce que finalement, on fait aussi des bonds dans le temps dans ce livre. Pour planter le décor, on se trouve au Brésil, Ouais. un pays que tu connais pour y avoir passé du temps, pour y avoir aussi étudié l'anthropologie, je crois. Ouais. On découvre dans ce roman finalement 3 âges du Brésil. Il y a la petite histoire, on va dire, celle d'Eduardo, et la grande histoire, celle du Brésil. Et les deux s'entremêlent puisque ce sont aussi 3 âges Eduardo. Peut-être que tu peux nous raconter ces 3 moments, ces 3 épisodes de la vie du Brésil, et puis on rentrera dans la vie d'Eduardo ensuite. Ouais. Alors, les 3 moments. Donc, en fait, il y a un premier moment qui correspond à l'enfance d'Eduardo. Donc, c'est plutôt. Là, c'est esquissé, on va dire. C'est plus un événement en particulier auquel Eduardo, donc enfant, assiste et qui va conditionner un petit peu toute sa construction intellectuelle, émotive, voilà, toute sa construction d'adulte. Il va se construire sur un traumatisme, en fait, cet instant-là qui va pas finir d'avoir un écho dans toute sa vie, on va dire. Donc la première époque, c'est les années 30 au Brésil, dans le sud du Brésil. Moi, je connais surtout le sud du Brésil, donc je suis restée un petit peu dans cette région-là. Sud du Brésil, en fait, il y a eu une forte immigration
européennes au XIXe siècle, donc italiennes, allemandes, françaises aussi un petit peu. Et on appelle ça des colonies, c'est-à-dire que les gens vivent encore dans... Aujourd'hui encore, on va le dimanche, quand on vit à Porto Alegre, au sud du Brésil, le dimanche, on prend sa voiture et puis on va se promener dans la colonie italienne. Alors on va manger des pâtes, on regarde des maisons qui ressemblent à des maisons italiennes des Pouilles. On entend des gens qui parlent le dialecte des Pouilles du 19e siècle. Enfin, bref. Et donc la première époque, c'est ça, c'est les années 30, dans le sud du Brésil, dans la colonie italienne, au moment d'un massacre qui a un fait historique, hein, c'est le massacre des moines barbus. C'est-à-dire que les moines barbus, c'était un mouvement spirituel, religieux, enfin un mouvement un peu millénariste autour d'un leader religieux et qui revendiquait la non-possession de la terre, la vie en communauté, les rapports pacifiés entre les êtres humains, etc. Enfin, autant de valeurs qui se heurtaient fondamentalement, finalement, à la possession des terres par l'oligarchie, etc. Donc ces moines barbus ont été massacrés par l'armée et par les paysans en fait, qui se sont rendus complices de ce massacre parce que l'État, qui était déjà un État totalitaire à ce moment-là, leur a fait croire que les moines barbus allaient leur prendre le peu qu'ils avaient. Voilà. Donc ça, c'est la première époque. Deuxième époque, on est dans la dernière dictature militaire du Brésil, donc années 60-70, jusqu'au début des années 80. Et là, Eduardo est adulte, il est fonctionnaire. Voilà. Il s'est construit une vie extrêmement protégée, où il essaye de tout maîtriser, où il laisse personne l'approcher, personne l'atteindre. Enfin, il veut surtout pas... Ce qui lui fait le plus peur, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est les émotions qui se bousculent, c'est tout ce qui peut venir le perturber, le heurter. Enfin, voilà. Donc il s'est construit un petit mur et il traverse la dictature comme ça. Et la dernière époque, c'est... les années 2000, donc ça c'est vraiment le Brésil que je connais moi, c'est-à-dire ce Brésil marqué par l'élection de Lula, et puis une espèce d'espoir énorme qu'un autre monde est possible, hein, c'était le slogan du Forum social mondial qui se tenait à Porto Alegre, justement, dans le sud, cet espoir qu'on peut enfin avoir un Brésil qui remet en cause les inégalités sociales, qui remet en cause le néolibéralisme, etc. etc. Espoir un peu déçu aujourd'hui. Donc voilà les trois périodes historiques. Alors on est sur trois périodes historiques, on est sur trois Eduardo, on va dire, qui lui-même est pris entre son père et son frère, Luis, le père qui a vécu ce moment, et on sent que là il s'est passé quelque chose entre le père et le fils, et Luis qui est plus le révolté de service, on va dire. Et il y a aussi trois personnages féminins, il y a la sœur, il y a Liliana, et il y a également une petite fille. Voilà. Et sa maman. Du coup, ça en fait 4. Ça en fait 4. Du coup, c'est les questions du 3, du coup, voilà, ça va pas trop, mais en tout cas, dans l'idée, c'est aussi ces trois personnages qui rythment la vie d'Eduardo à ce moment-là. Et donc, du coup, si on peut revenir un peu sur ces personnages féminins qui, justement, font nouer un peu les moments d'intrigue entre ces trois époques. Ouais. Alors, Eduardo, en fait, comme je disais, c'est vraiment quelqu'un qui s'est construit dans la solitude. Mais alors, la solitude choisie, est-ce qu'elle est vraiment choisie? Je ne sais pas, mais en tous les cas, revendiquée comme une façon de se tenir à l'écart du tumulte du monde, de tout ce qui peut l'atteindre, le blesser, le heurter, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression que seules les femmes peuvent s'approcher de lui. Alors, très peu de femmes. Il y a sa sœur, parce qu'il est en rupture totale avec son passé, Eduardo, et avec le milieu dont il vient, donc un milieu pauvre, un milieu un peu frustre, dans lequel il n'y a pas beaucoup de place pour la douceur ou pour le dialogue, etc. Et puis, il y a sa sœur quand même qui, un temps, maintient un lien avec lui. Ensuite, il y a... Liliana, ça pour moi c'est vraiment
un personnage central. Liliana, c'est à l'époque de la dictature, donc c'est une jeune femme, oui, femme qui travaille avec lui et dont en fait il va tomber amoureux. Mais alors presque sans s'en rendre compte, presque malgré lui, c'est-à-dire qu'elle arrive avec une grande délicatesse à simplement bah, établir un dialogue, le faire parler en fait. Elle arrive à lui parler et à le faire parler, à le faire se confier. Et tout d'un coup, il se prend à penser qu'il pourrait vivre autrement, qu'il pourrait partager autre chose, partager quelque chose avec quelqu'un, ne pas être enfermé en lui-même, ne pas être dans cet interminable dialogue avec lui-même, mais dialoguer avec quelqu'un. Et, et malheureusement, cet espoir n'est pas suivi des faits. C'est-à-dire que Liliana n'est pas amoureuse de lui. Et c'est aussi ce qui va provoquer un cataclysme, parce que Eduardo, de se sentir rejeté ou de se sentir non aimé, ça fait remonter absolument toute la souffrance, toute la douleur qui est enfouie au fond de lui depuis son enfance, et ça va le pousser à commettre en fait un acte irréparable en plein contexte, en pleine dictature. Ça va le pousser à dénoncer Liliana pour des faits qu'il pense qu'elle n'a pas commis. Mais justement, alors c'est ça on parlera du coup du troisième âge ensuite, et cette petite fille qui est vraiment très intéressante dans ce roman. Mais juste pour rester sur cette histoire, dans un dialogue avec certaines de tes lectrices, une personne avait parlé de la banalité du mal. Ah oui. Donc, je ne sais pas si tu peux revenir sur cette expression, parce que c'est un peu ça qu'on voit, c'est qu'effectivement, les structures, les infrastructures de domination et voilà, de contrôle de la population sont là, il n'y a plus qu'à les utiliser, et c'est un peu ça que l'on voit en fait, c'est qu'il va dénoncer, mais tout est fait pour que ça puisse se faire. Ouais. Ben, la banalité du mal, ça me semble un petit peu fort, parce que j'ai le sentiment qu'Eduardo, il ne pense pas faire le mal quand il écrit sa lettre de dénonciation, mais au contraire, il a le sentiment de faire le bien. Il arrive à se convaincre qu'il agit pour le bien de la communauté, qu'il est dans du bon côté de la barrière, on va dire. Et c'est ce que je trouve absolument terrible, et c'est moi ce qui m'a poussé aussi à écrire ce livre, c'est de se dire que quand, dans un État totalitaire, ou dans un État qui promeut une forme d'ordre, qu'on peut juger totalitaire, mais voilà, dans ce contexte-là, en tous les cas, des êtres ordinaires, parce que Eduardo, c'est un homme ordinaire, c'est pas un salaud, c'est pas un héros, c'est un mec ordinaire qui aurait pu traverser la dictature sans jamais qu'il lui arrive rien du tout, sans ni protester, ni défendre quoi que ce soit, il aurait pu la traverser. Mais il a ce traumatisme-là, il a cette souffrance, il a cette rancœur, et il est dans un contexte où tout ça s'est cultivé. Tout ça, on s'en sert pour manipuler les gens, pour les pousser à adhérer à l'inacceptable, pour les pousser à accepter les choses qu'on ne devrait pas accepter. Et finalement, faire que les gens pensent qu'en commettant un acte immonde envers son prochain, ils ont raison de le faire et ils font le bien. Et ça, c'est une perversité absolue. Et pour moi, c'est plus ça que la banalité du mal. C'est se dire, c'est comment on inverse les valeurs, en fait. Comment on retourne, comment on peut faire croire à quelqu'un qu'en dénonçant son voisin, ça peut être son voisin juif pendant la guerre, finalement, il agit pour le bien commun. Comment on peut faire croire à quelqu'un qu'en allant expulser des sans-papiers en France, on agit pour le bien commun. Comment on peut faire croire que voilà, vous voyez
Tu vois, à tous les discours qu'on connaît aujourd'hui, et finalement qui nous renvoient à cette même chose, à des gens qui vont aller voter pour certaines idées plus que nauséabondes, mais en étant persuadés qu'ils défendent quelque chose de positif. Parce qu'on leur met ça dans la tête, et parce qu'on se sert de leurs propres failles et de leurs propres douleurs et de leurs propres souffrances pour leur mettre ça dans la tête. Je trouve ça terrible. Voilà, c'est ça que ça raconte. Ouais, et puis donc ça s'appelle l'écho d'un instant, parce que souvent ces actes horribles sont l'affaire de quelques secondes, mais ont des répercussions sur toute une vie. Ouais. C'est un peu ça qu'on voit depuis l'enfance d'Eduardo jusqu'à la dernière partie de sa vie, où là il rencontre une petite fille qui est peut-être la possibilité de la rédemption. Ouais. Bah alors du coup, il y a deux moments possibles de rédemption pour moi. Et du coup, il y a deux instants, je vais appeler des instants décisifs, qui auront un écho tout le temps. Le premier, c'est effectivement ce massacre auquel il assiste. Première possibilité de rédemption, c'est Liliana, parce que vraiment, elle lui ouvre les portes d'un monde dans lequel il peut être différent. Il pourrait être un autre lui-même tout d'un coup. Et puis là, ça se fracasse. Cet espoir-là se fracasse. Il commet cet acte. Deuxième instant, effectivement, c'est fait dans une espèce de rage. Et puis c'est fait en quelques heures, c'est fait. Il a signé. Et les conséquences de cet acte-là, de ce deuxième instant, vont durer jusqu'à finalement à la troisième période, jusqu'à la fin de sa vie, où on le retrouve, donc il ne travaille plus, il est enfermé chez lui, alors là dans une solitude absolument effroyable, dans une sorte de monologue intérieur permanent, où il ressasse tout le temps cette histoire-là, et puis le mal qu'on lui a fait, où il n'est jamais dans le questionnement non plus de ce qu'il a pu faire lui, c'est toujours lui un peu victime. Et puis il rencontre donc sa voisine de palier, jeune mère qui élève seule sa petite fille, il rencontre cette petite fille et il s'attache. Contre toute attente, il s'attache à cet enfant qui est un peu une forme d'innocence et qui vient du coup le toucher là où il s'y attendait plus et il s'attache à elle. Et possibilité effectivement d'une rédemption. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait une boucle, puisqu'on commence avec l'enfance Eduardo enfant, et puis et son père, et puis finalement on retrouve Eduardo dans une figure un peu de grand-père, avec cette petite fille, donc on voit bien cette construction qui est en miroir. Est-ce que voilà, dans ton écriture, c'était un objectif, tu avais déjà cet objectif de finir ainsi, et comment du coup s'est fait cette écriture? Parce qu'en fait, on a, oui, et juste pour compléter, tu l'as dit, il y a du jeu, il y a le jeu d'Eduardo, il y a le jeu aussi de certains personnages, je pense à Luciana par exemple, et puis voilà, il y a différents types de narration en fait dans ton écriture, ça se trace. Donc voilà, comment ça s'est construit? Alors moi, je ne voulais pas raconter l'histoire de façon complètement chronologique. C'est-à-dire, je ne voulais pas partir des années, par exemple, 60, enfin 30, et puis aller jusqu'aux années 2000. Je voulais vraiment que les époques s'entrecroisent pour vraiment donner cette idée de l'impact qu'un moment vécu peut avoir à un autre moment de sa vie et qu'on le sente vraiment. Et que tout ça vienne se tricoter. Et ça me semblait évident que pour que ça puisse se tricoter, il fallait qu'il y ait qu'on puisse être à la fois dans une narration un peu classique, mais qu'on puisse aussi par moments rentrer dans la tête d'Eduardo, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la période contemporaine des années 2000. Tout est raconté par ses monologues à lui. C'est-à-dire qu'on est dans sa tête, il se parle, il est dans cette solitude, il se parle. Et puis en pendant, le journal intime de sa voisine, la maman de la petite fille, qui raconte aussi ce qui se passe. Bon voilà, les trois types d'écriture, je voulais qu'ils s'enchevêtrent, mais alors je les ai écrits, je les ai écrits, comment ? J'ai pas écrit d'un côté les années 60, ensuite tous les monologues d'Eduardo, ensuite le journal intime de Luciana, et j'aurais tout enchevêtré. J'ai écrit vraiment du début à la fin, selon un plan très très construit avant, etc. Et l'histoire de la boucle, c'est-à-dire qu'effectivement on commence sur ce que j'appelle le prologue, qui est en fait
le moment où Eduardo Enfant assiste au massacre des Moines Barbus, et on finit sur un épilogue qui est en fait la petite fille, Adelina, qui vient d'assister à quelque chose auquel elle n'aurait pas dû assister non plus. Et on peut se demander si ça va reproduire, c'est-à-dire est-ce que cette petite fille va sédimenter cette douleur qu'elle vient de recevoir, et puis la terre, et puis on se dit mais ça va recommencer avec quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'au contraire elle va dénouer ça, et ça j'ai pas tranché. C'est quand même mal engagé. Bah je suis pas d'accord. Les derniers mots de cette petite fille, Ouais. c'est quand même je ne dirai rien. Ouais. Donc on sent que le poids du silence est déjà là, Oui. déjà installé. Et justement cette question de silence, parce que finalement, alors voilà, on est pris dans cette histoire, on est pris dans ces histoires, mais finalement ce sur quoi tu écris principalement, c'est ce silence. J'ai l'impression. Et du coup, ça m'a fait penser au thème de cette année, Nos mondes sauvages. Et finalement, je me suis dit effectivement l'acte lui-même, où les actes commis sont parfois sauvages ou barbares. Enfin bon, voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait prendre le mot sauvage. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt dans ce silence qu'on retrouve la sauvagerie? Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé spontanément, mais en fait, alors moi je sais que le thème du... C'est pas tant le silence, parce que je trouve qu'il y a des silences qui peuvent être bons ou positifs, où moi je suis pas du tout pour le règne de tout doit être dit, tout doit être expliqué tout le temps. Je crois au silence et au... Oui, mais c'est plutôt le secret et le non-dit. C'est plutôt ça, voilà, en fait. le silence qui est tout. Voilà, c'est plutôt ce qu'on transmet par le silence. Parce que c'est terrible, en fait. Le non-dit, c'est pas la même chose que le silence, je trouve. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement... contre lequel, en plus, on ne peut pas se défendre, puisque c'est non-dit. Donc, on ne sait pas contre quoi on peut se battre. Donc, c'est valable pour... tous les grands événements traumatiques collectifs. Voilà, on sait bien qu'il y a tout un travail à faire sur la mémoire, sur la parole, sur et les États qui ne le font pas se débattent. On va parler en France de la guerre d'Algérie, par exemple, de tout le non-dit autour de la guerre d'Algérie, qui fait qu'aujourd'hui on se débat encore avec ça. Je ne sais pas si on aurait pu faire autrement, mais mais du coup, ça te fait penser à ton travail. Pardon, du coup, je t'ai coupé, mais ça m'a fait penser en fait à ton travail d'atelier d'écriture. Puisque finalement, ton engagement politique se trouve aussi là, de permettre à des gens qui seraient coincés dans un silence de remettre des mots. Est-ce qu'on peut le voir comme ça, ton travail d'atelier d'écriture et du coup, en tout cas, moi, j'y vois le lien avec ce roman. Ouais, bah, les ateliers d'écriture pour moi c'est avant tout une façon de rencontrer l'autre et de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sans ça. C'est évident quoi. Chaque fois, parce que je fais des ateliers d'écriture essentiellement dans des territoires ou auprès de personnes, de groupes qui spontanément ne seraient pas venus s'inscrire dans un atelier d'écriture si je l'avais proposé à Lille, dans une librairie ou je ne sais quoi. Voilà. Et du coup, c'est des rencontres incroyables. Mais je pense aussi qu'effectivement, il y a cette impression ou cette envie, en tous les cas, d'amener les gens à expérimenter une parole. Une parole différente de celle. C'est pas forcément des gens qui sont muets, c'est pas forcément des gens qui subissent tout en silence, cloîtrés chez eux, c'est pas ça. Mais c'est leur permettre d'expérimenter une parole auquel ils pensaient ne pas avoir accès. C'est-à-dire une parole qui serait une parole peut-être plus intime, plus personnelle, plus singulière, et qui pour moi est vraiment politique. C'est-à-dire c'est tout d'un coup construire sa propre parole et la porter face à d'autres dans un espace public. Enfin, voilà. Mais c'est complètement différent de la parole qu'on peut avoir avec ses copains quand on est en train de boire une bière et puis qu'on commente le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Quoi. Enfin, tout d'un coup, c'est une parole qu'on construit pour la faire résonner quelque part. Et ça, oui, je pense que c'est ce qui m'anime dans les ateliers d'écriture, ouais. Vraiment.
Alors, on va terminer sur un dernier élément de ton livre qui est pas des moindres. Un livre, c'est aussi une couverture. Et je trouve que cette photo représente bien justement tout ce qu'on s'est raconté et toute la force de ce roman, notamment sur la question de l'oubli ou du silence ou des souvenirs et donc des échos de certains instants dans sa vie. Donc voilà, si tu peux nous parler un peu de cette photo de couverture. Donc c'est une photo, la couverture c'est une photo qui a été faite par Georges Pachelot, voilà, qui est mon compagnon, qui est photographe. Et en fait, quand il m'a montré cette photo, c'était pas l'idée du départ pour la couverture. Moi j'avais très envie que ce soit une photo de lui, parce que voilà, c'était aussi une façon de, de nous associer sur quelque chose. Et quand il m'a montré cette photo, elle s'est vraiment imposée. Je n'imaginais pas autre chose. Et quand on l'a proposée à Elisabeth, l'éditrice, c'est pareil. Pour elle, ça a été une évidence. C'est une évidence parce que quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais en fait, tout ce roman, je croyais qu'il reposait sur un personnage masculin qui est Eduardo, et finalement, je crois que c'est des personnages féminins qui font vivre le roman, qui le tiennent en fait. Eduardo, c'est une sorte de bloc, comme ça, qui traverse, et en fait, qui n'existe que parce qu'il y a des femmes à un moment qui viennent le percuter, voilà. Et donc ça, c'était la première chose, que ce soit un personnage féminin, ça me semblait super intéressant. Et puis bien sûr, le fait que ce soit une affiche un peu déchirée, il y a aussi cette idée d'une histoire qui ne peut pas avoir lieu, à chaque fois d'une relation un peu avortée, et puis on ne sait pas qui c'est. Il y a aussi la notion des disparus de la dictature. Enfin, il y a plein de choses dans cette image qui me semblaient évidentes avec le texte. Voilà. Merci beaucoup Estelle, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes quelques questions. Donc on incite tous les lecteurs et lectrices à découvrir ce livre, L'écho d'un instant. On remercie à nouveau Culture Commune pour l'accueil et Alex Pontini pour la prise de vue. À bientôt. Merci.